Comment commencer la calisthénie à la maison? Alors, je vais y répondre dans cette vidéo. Je sais qu'il y en a beaucoup qui ont cette question et c'est pas facile de trouver une seule vidéo qui résume tout. Je vais vous dire un peu ce que j'ai fait moi, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut éviter de faire. Donc, la vidéo, je vais la diviser en trois parties. On va commencer avec la partie numéro 1, ça va concerner tout ce qui est échauffement. La partie numéro 2, je vais vous donner la liste des exercices possibles à faire, inimaginables et qui vont permettre d'avoir une vraie base qui derrière justement va vous permettre d'aborder toutes les autres figures d'une manière beaucoup plus sereine. Et en troisième partie, on parlera plus de la partie planification, de la partie programmation, comment diviser sa semaine, comment ne pas se brûler. Donc c'est parti. Avant toute chose, bien sûr, abonnez-vous, mettez un petit pouce bleu, moi ça m'aide énormément. Envoyez la chaîne, tous ceux qui peuvent être intéressés par ce genre de vidéos, et même ceux qui ne sont pas intéressés, envoyez la chaîne quand même et dites-leur de s'abonner, comme ça on est plus ensemble. Plus on est de fous, plus on rit, comme on dit. Je vais mettre sur la timeline chaque partie, comme ça vous pourrez sauter ou pas les trucs. Moi je vous conseille de tout écouter, comme ça ce sera mieux, vous aurez toutes les informations. Alors, du coup, pour tout ce qui est échauffement, alors en calisthénie, on utilise beaucoup les articulations, donc c'est très important. Ce que j'aime bien faire, c'est de remonter, partir des doigts et doucement remonter le bras, parce que forcément en calisthénie, on va parler beaucoup de mouvements de haut du corps. Donc c'est très important de ne rien oublier. Donc forcément, on commence par les doigts. Les doigts, très importants, c'est ce qui vont permettre d'avoir une poignée forte. Donc vous pouvez les étirer, vous pouvez utiliser des petites poignées de force pour les travailler justement. Et tranquillement, vous pouvez même les travailler ensemble, comme ça, avec ce petit exercice, vous poussez. Ensuite, on remonte, on a le poignet. Le poignet, c'est très important en calisthénie de l'avoir fort, de l'avoir souple, de l'avoir renforcé. Donc pour ça, il y a plusieurs vidéos, vous pouvez regarder le Reels que j'ai fait, comment se renforcer les poignets. Donc vous pouvez les étirer, il y a deux parties. Il y a une partie étirement et une partie renforcement. Donc si vous débutez, vous ne commencez pas tout de suite à faire du renforcement, vous faites juste la partie étirement qui va venir du coup étirer vos articulations, qui va venir envoyer plus de sang dans vos poignets, et tout ça ce sera important pour la suite. Une fois que vous avez étiré, rendu un peu plus flexible vos articulations, alors là dans ces cas-là, vous pouvez commencer à les renforcer. Donc pour renforcer les poignets, vous pouvez faire deux exercices. Le premier, vous vous mettez sur les mains et vous essayez de remonter en position sur les genoux au début. Ensuite, vous faites sur les pompes. Et ensuite, vous avez le deuxième exercice qui lui est un peu plus compliqué. Donc lui, n'hésitez pas à rester plus longtemps sur les genoux ou de faire une main après l'autre. Comme ça, vous ne perdez pas de mobilité de poignet et vous ne blessez pas surtout, parce que dans cette vidéo, je veux pas de blessure. Et ensuite, vous faites la même chose, une main, deux mains. Ensuite, du coup, en remontant, on a les coudes. Donc les coudes, très important aussi, parce qu'il y a beaucoup de tendinites qui arrivent. On peut faire des cercles, on peut faire des anciens mouvements de tectonique, ça marche très bien. Donc ça, pour les coudes, c'est hyper bon. Si vous pouvez investir dans un peu de matériel, achetez un élastique, vous pouvez acheter uniquement le bleu, comme ça, il sera dédié à vos échauffements. Et avec ça, vous pouvez éviter, je dirais, 70% des blessures. Vous attachez l'élastique et vous tirez dessus. Comme ça, vous échauffez toute la partie du coude et vous évitez beaucoup de blessures. Ensuite, on continue de remonter. On a les épaules. Donc, pour échauffer les épaules, vous pouvez ouvrir, fermer les bras. Donc, dans les deux sens, en passant le droit dessus et ensuite le gauche dessus. Ensuite, vous faites des cercles avec vos épaules dans un sens, dans un autre. Si vous voulez travailler un peu votre cerveau, vous alternez un dans un sens et un dans l'autre. Et ensuite, pareil, avec l'élastique, vous pouvez faire des dislocations d'épaule. Vous pouvez échauffer vos rotateurs externes, internes, devant de l'épaule, derrière de l'épaule. Et même, vous faites des ouvertures cubaines pour vraiment être sûr et certain que vous allez éviter toutes les blessures. Donc, on continue de monter, on arrive sur la nuque. Donc, la nuque, très important parce qu'on va venir à chaque fois sur tous nos mouvements chargés et mettre de la tension au niveau de la nuque, au niveau des trapèzes. Donc, c'est important qu'elle soit détendue. Comme ça, vous évitez beaucoup de choses parce que je vous assure que quand vous avez des contractures qui arrivent au niveau des trapèzes, vous n'êtes pas content. Donc on essaie d'éviter ça au maximum et on s'étire un petit peu la nuque. On fait des infinis avec le nez, des 8 avec le nez, on fait des cercles bien sûr dans un sens et dans un autre, et comme ça on est bien. Donc en ce qui concerne la partie push, donc pousser en français, il y a 1500 exercices mais ils ont tous une base commune, c'est les pompes forcément. Les pompes, on va essayer de repousser son corps face à la gravité, face au sol, en étant parallèle au sol. Donc franchement, la base, c'est les pompes. Donc après, je vais vous montrer, il y a énormément de variations, mais la base, il faut d'abord maîtriser la pompe normale. Si vous venez de commencer, vous commencez à chaque fois à faire sur les genoux. Sur les genoux, ça va vous permettre de diviser votre poids par 2 environ. Et donc du coup, ce sera beaucoup plus simple pour vous de vous pousser. Et vous pouvez apprendre comme ça. Si jamais sur les genoux, c'est trop difficile, vous commencez tranquillement en étant moins parallèle au sol. Donc vous pouvez commencer soit complètement debout contre le mur. Ensuite, vous abaissez sur un canapé, vous abaissez sur une chaise, vous vous mettez au sol et vous testez. Très important, c'est de chaque fois essayer de se mentaliser la bonne forme, d'essayer d'engager au maximum
tous ces muscles, de vraiment sentir. Parce qu'en calisthénie, on va chercher un petit peu la beauté du mouvement. Ça paraît bête comme ça, mais c'est un petit peu ce qu'on recherche. Donc, on va préférer la qualité à la quantité. Donc, quand vous faites vos pompes, pensez à bien engager. Vous engagez vos scapulas. Vous pouvez faire, pour savoir où sont vos scapulas, faire des pompes de scapula sur les genoux. Vous pouvez faire des pompes de scapula en position de gainage. C'est très important d'essayer de mobiliser le maximum de muscles. Je veux pas des pompes comme ça, les pompes rapides, les pompes que vous faites comme ça. Pour dire, ah, je sais faire 250 pompes et que là, vous faites ça, non. C'est pas que ça sert à rien, mais c'est pas ce qu'on recherche si tu veux faire de la calisthénie. Donc, une fois que vous avez maîtrisé la pompe normale, vous pouvez faire beaucoup de variations pour venir travailler différemment vos bras. Donc, vous pouvez faire des pompes diamant pour vos triceps. Vous pouvez faire des pompes larges pour augmenter la largeur de vos pecs. Vous pouvez faire des pompes alternées pour corriger vos déséquilibres. Vous pouvez faire des pompes sur les poings pour changer juste un petit peu la prise en main. Vous pouvez faire des pompes sur les doigts pour les renforcer petit à petit. Donc, il y a une multitude de variations que vous pouvez voir dans ma prochaine vidéo. Je vais vous distinguer 25 types de pompes que vous pouvez faire. Au niveau de cette partie poussée depuis le sol, on est bon. Le deuxième mouvement que vous allez devoir apprendre, c'est forcément se pousser en direction du ciel. Donc ça, le mouvement de calisthénie, c'est les dips. Quand vous n'avez jamais fait de dips, vous commencez doucement, vous pouvez faire des dips sur banc ou sur chaise. Donc c'est plus simple. Plus vous allez éloigner vos jambes, plus ce sera simple de le faire. Une fois que vous maîtrisez une quinzaine, une vingtaine de répétitions sans aucun problème, sans aucune douleur, vous pouvez commencer à essayer de vous maintenir. Alors pour le faire à la maison, vous avez deux choix. Soit vous investissez dans deux barres parallèles, soit vous prenez deux chaises à la même hauteur, vous mettez une serviette dessus pour pas vous détruire les mains et vous commencez à essayer juste de vous soutenir sur les deux chaises. Une fois que pour ça c'est facile pour vous, vous allez essayer de commencer à descendre. Une fois que vous arrivez à descendre, vous remontez sans pousser et vous continuez à faire des parties uniquement négatives. Une fois que ça c'est maîtrisé, vous faites la descente et la montée. Donc là, les dips, c'est un mouvement vraiment de fondation. Parce que ce sera beaucoup plus simple si vous allez sur des barres que de le faire sur des chaises, bien sûr. Mais ensuite, c'est pareil, il y a des multiples de variations. Mais franchement, il faut vraiment maîtriser ça parce que ça va vraiment renforcer. Et pareil, il faut essayer d'engager au maximum jusque ces trapèzes. Donc, vous pouvez justement dissocier la partie travail des bras et la partie engagement en dédiant quelques séries juste en essayant de pousser au maximum. Donc vraiment, il faut le sentir au niveau des trapèzes. Donc maintenant, on a vu comment se pousser depuis le sol, on a vu comment se pousser en direction du ciel et il nous reste la partie se pousser au-dessus des épaules. Alors pour ça, vous avez un mouvement qui est très simple, c'est une variation de pompe, c'est les pompes piquées. Franchement, ça, c'est la base. Si vous voulez avoir des grosses épaules, si vous voulez vraiment avoir de la force, vous allez le faire. C'est une première étape vers les pompes en équilibre. Donc n'hésitez pas. Plus vous allez vous pencher vers l'avant, plus vous allez mettre de pression sur vos épaules et c'est ce qu'on recherche justement. Donc si vous commencez, vous restez en arrière et vous poussez doucement vers l'avant. Et plus vous êtes fort, plus vous allez ramener les jambes et plus vous allez tomber vers l'avant. Donc une fois qu'on a vu la partie poussée, maintenant on va voir la partie pull, c'est-à-dire la partie tirée. Donc pour ça, forcément, moi je vous conseille d'avoir une barre de traction chez vous. C'est le plus simple, c'est là où vous allez avoir le meilleur résultat. Mais si jamais vous n'en avez pas et si surtout vous débutez, vous n'allez pas réussir à faire des tractions directement. Donc vous pouvez soit avoir une barre de dips à mi-hauteur sur lesquelles vous allez pouvoir travailler ou sinon vous utilisez une table qui est quand même assez lourde parce que comme vous allez tirer d'un côté, il faut que l'autre côté puisse contrebalancer et sinon vous allez tomber à l'arrière. Donc au début, ce que vous allez faire des tractions australiennes. Donc si vraiment vous commencez et pour vous c'est difficile, vous pliez les jambes. Donc vous allez vous assister avec les genoux et plus vous allez développer du niveau, plus vous allez tendre les jambes. Donc vous restez sous la table, vous tirez, vous inquiétez pas. Si c'est dur, c'est normal. Si c'est facile, vous allez commencer à pouvoir surélever vos jambes. Donc vous pouvez les mettre par-dessus une autre chaise, vous pouvez les mettre sur un canapé. C'est pour faire des tractions australiennes surélevées. Donc bien sûr, si vous investissez dans du matériel, en fait, ça va vous donner plusieurs avantages. Premier avantage, ce sera plus simple de vraiment comprendre et d'arriver à proportionner sa force en fonction du mouvement. Parce que sur une table, le type de grip n'est pas vraiment ouf. Alors que sur une vraie barre, vous allez comprendre et ce sera plus simple. Vous allez oublier en fait des facteurs, il y aura moins de contraintes et du coup vous serez plus tranquille. Et si vous êtes plus tranquille, il y aura beaucoup plus de sécurité dans ce que vous faites. Un autre avantage de si vous investissez un petit peu dans du matériel, c'est qu'en fait en payant quelque chose, mentalement vous allez vous dire « Ah ouais, j'ai payé quelque chose donc il faut que je le rentabilise » entre guillemets. Et donc du coup ça va vous donner une source de motivation en plus et vous aurez moins de chances d'abandonner. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont commencer mais il y en a beaucoup moins qui vont continuer. Et le but ici, si vous me suivez, si vous restez abonné, en fait c'est qu'on s'améliore tous ensemble. Moi j'ai pas le niveau 100%, mais je continue à m'entraîner. Et aujourd'hui, j'essaye de partager tout ce que je sais pour justement qu'une personne comme toi puisse arriver à un niveau comme moi.
Et ça demande pas grand-chose, ça demande de l'effort, de la discipline, mais forcément, avec le temps, vous allez comprendre qu'en fait, tout est possible. Ensuite, après avoir maîtrisé les tractions australiennes, vous pouvez commencer à passer sur la barre de traction. Donc une barre de traction, vous la mettez entre vos portes ou vous allez directement dehors. Mais c'est comme vous pouvez. Donc juste se soutenir à la barre, vous allez essayer votre but, ça peut être 1 minute de suspension. Comme ça, vous allez pouvoir travailler vraiment votre grip et vous allez travailler votre force dans les épaules. Si jamais après ça c'est facile, vous travaillez à une seule main. Vous essayez de tenir quelques secondes à une main, quelques secondes à l'autre main. Donc après, forcément, on va commencer à travailler les tractions. Les tractions, c'est un mouvement complexe, qui demande une certaine force. Vous regardez le short que j'ai fait par rapport à ça pour comment apprendre les tractions. Mais si on doit résumer entre guillemets, après avoir appris la suspension, vous allez apprendre à faire des négatives, juste la partie négative. Donc vous sautez et vous essayez de redescendre tout doucement. Une fois que vous apprenez ça, vous essayez de faire des négatives et des positives avec une élastique. Si jamais vous n'avez pas d'élastique, dans ces cas-là, vous continuez à faire des négatives. Ce sera plus simple de les faire en supination qu'en pronation. Donc au début, faites-la comme ça, vous allez utiliser plus votre force des biceps et comme ça, ce sera beaucoup plus simple. Mais pour ça, forcément, le mieux, ce sera que vous regardiez la vidéo que je vais sortir sur comment faire des tractions. Donc, on a vu la partie poussée, la partie tirage. Maintenant, il nous reste l'avant-dernière partie, c'est comment travailler son corps. Donc, on dit vraiment le gainage profond. Ce mot n'est pas facile à traduire en français, donc on va utiliser le mot officiel. Donc, le corps, c'est vraiment tout ce qui va vous permettre d'être contracté et de former une seule unité. Alors, pour ça, vous allez pouvoir faire de low body, vous allez pouvoir faire du Superman, vous allez pouvoir faire un autre exercice qui est propre à la calisthénie, c'est le L-sit. Franchement, celui-là, il va vous permettre d'avoir une compression de hanche et avoir vraiment travaillé le profond, donc le transverse. Donc pour ça, pareil, j'ai fait un short sur comment réussir son premier L-sit. Donc n'hésitez pas à aller le regarder. En fait, si vous faites du crunch, si vous faites tous ces petits exercices qu'on fait pour avoir des abdos, vous ne travaillez pas vraiment profondément. Vous travaillez en surface, travaillez les six-pack, comme on dit, mais vous ne travaillez pas vraiment profondément. Donc, à part en travaillant le low body, le Superman pour vraiment travailler par exemple devant ou les lombaires, le L-sit, si vous commencez à travailler le L-sit, c'est lui qui va vous donner vraiment une vraie base sur tous les autres exercices. Et enfin, la dernière partie à ne jamais sous-estimer en calisthénie, c'est les jambes. Bien sûr qu'on peut travailler les jambes, donc forcément, si ton but c'est d'avoir des énormes cuisses, en fait c'est pas possible. Au poids du corps, tu ne peux pas développer des énormes muscles. Tout dépend de ta génétique et de ce que tu vas manger. Mais au niveau de la partie bas du corps, en fait, si tu n'as pas beaucoup plus de poids, c'est pour ça que si tu veux vraiment avoir des énormes jambes, je te conseille de combiner tes entraînements de calisthénie avec un entraînement à la salle où tu vas travailler le bas du corps. Mais en fait, en calisthénie, tes jambes ne seront peut-être pas énormes, mais elles seront très utiles, très mobiles, très souples. Et c'est ça qu'on recherche. Donc forcément, pour travailler ça, tu peux avoir le squat, tu peux avoir le quadriceps press, toutes les progressions des pistoles, tu peux faire aussi des fentes, tu peux faire beaucoup de choses. Mais tous ces exercices-là, il faut le faire doucement. Donc tu commences tranquillement par faire du squat. Si jamais au squat, tu es bon, tu peux enchaîner avec des nordiques et des quadriceps press. Parce que tout ça, ça va mettre des contraintes sur tes genoux. Donc commence pas à faire des trucs de fou. Essaye pas de faire des pistoles si ton genou n'est pas habitué. Parce que forcément, il faut y aller progressivement. C'est comme si tu arrives à la salle, tu vas pas commencer à mettre 250 kg au développé couché. Non, tu vas commencer par la barre à vide. Ensuite, tu vas faire ta barre à 20 kg, 30, 40, 50. Et petit à petit, tu vas augmenter. Là, c'est pareil. Tu commences par faire du squat normal. Ensuite, tu peux faire du squat sur une jambe. Ensuite, tu peux commencer à descendre des squats profonds. Donc tout ça, tu vas graduellement. Une partie très importante, c'est comment programmer ces séances. Donc, pour ça, ça va dépendre de chacun. Donc, essaye pas de faire comme ton voisin, essaye pas de faire comme celui que tu as vu sur Internet. Fais un programme qui t'est adapté à toi en fonction de ton âge, de ta disponibilité, de ton envie, de la fréquence sur laquelle tu veux progresser, à laquelle tu peux t'entraîner. Donc tout ça, c'est des facteurs que moi je connais pas, mais que toi tu connais. Donc tout ça, tu les prends, tu les mets dans ta petite boîte et ensuite tu te fais ton programme personnalisé. Moi, je vais te donner les indications maximum, tout ce que tu peux savoir. Si tu as des questions, pose-moi en commentaire. Mais vraiment, moi, ce que je recommande, c'est de pouvoir s'entraîner entre 3 à 6 fois par semaine. Franchement, moi, tout dépend du coup du temps que tu vas dédier. Si tu as 2 heures de temps à dédier à tes séances, tu peux t'entraîner 3 à 4 fois par semaine et tu vas avoir des très jolis résultats. Ton volume d'entraînement va dépendre franchement de ta fréquence d'entraînement. Plus tu vas t'entraîner fréquemment, moins tu devrais faire de volume parce que sinon, au bout d'un moment, tu vas juste cramer. C'est très important de respecter les cycles. Donc ta semaine, tu peux la diviser en plusieurs entraînements. Soit tu fais un exercice de chaque, donc un de push, un de pull, un de legs et un de corps, et ça tu le fais 3 fois par semaine. Ou sinon, tu divises chaque entraînement et tu le dédies à une partie. Donc tu dédies, je ne sais pas, le lundi au poussé, le mercredi au tirage, le vendredi tu fais les jambes
Et le dimanche, tu fais par exemple les abdos. Tu peux faire aussi par exemple lundi poussée, mardi tirage, mercredi repos, jeudi tirage, vendredi poussée, samedi jambes et abdos. Donc tout ça, ça va dépendre de toi. Franchement, moi je te conseille, c'est le plus simple, c'est de diviser un jour tu pousses, un jour tu tires. Et un autre jour, tu fais les jambes et les abdos. Ça, c'est le plus simple, c'est ce qu'il y aura le plus simple à mettre dans ta routine. Donc, en ce qui concerne les progressions et le choix des exercices, moi je te conseille de choisir un exercice qui te permette de faire entre 5 et 12, 15 reps maximum. Parce que si tu arrives à faire moins de 5 répétitions, ça veut dire que l'exercice est beaucoup trop dur. Si tu fais moins de 5 répétitions, c'est que tu vas venir travailler la force, les circuits neuronaux. Mais c'est pas intéressant quand tu viens de commencer. Quand tu viens de commencer, il faut travailler les bases. Donc, choisis entre 5, même 6 et 15 répétitions. Et après, si tu arrives à faire plus de 20 répétitions du même exercice, ça veut dire qu'il est trop facile. Donc, tu peux passer à la progression suivante. Mais toujours, à chaque fois, essaye pas de te dire « Ouais, j'arrive à faire 20 reps, donc je suis trop fort. » Non, essaye de te dire « J'arrive à faire que 5 reps, mais mes 5 reps, elles sont jolies, elles sont contrôlées, elles sont bien faites. » C'est surtout ça qui est important parce que si tu vas faire beaucoup de trucs, tu vas créer des micro-lésions et c'est pas ça qu'on veut. Nous, on veut des jolies pompes, par exemple, on veut des jolis dips, des jolies tractions. Donc, très important, au fur et à mesure que tu t'entraînes, que tu commences à travailler, tu vas écrire tout ce que tu fais, où tu arrives et surtout, si tu peux te filmer. Comme ça, en fait, tous les jours, toutes les semaines, tu vas voir de 1, le changement visuel de ton corps et de 2, tu vas voir que tu contrôles de mieux en mieux chaque mouvement. Et ça, c'est très important pour la motivation. Et donc, à chaque fois que tu maîtrises un niveau, mais vraiment maîtriser, c'est très important de maîtriser le niveau avant de passer au suivant. C'est pour ça que c'est très important aussi d'écrire tout ce que tu vas faire. Comme ça, tu vas pouvoir vraiment savoir exactement où est-ce que tu en es et comment tu vas pouvoir augmenter la charge, augmenter la difficulté des exercices pour justement continuer à t'améliorer. Donc tu peux forcément ajouter du poids ou tu peux ajouter justement un nombre de reps en fonction des jours et des semaines qui passent, tu vois. Essaye de commencer par 3 fois par semaine et tu regardes si tu peux inclure une 4e, une 5e, une 6e maximum séance par semaine. Moi je te conseille de commencer petit, tu commences par 3 fois par semaine, donc ça c'est largement atteignable pour tout le monde je pense, 1h30, 1 heure d'entraînement à la maison. Et ensuite quand tu es habitué à 3, tac, tu augmentes à 4. Mais si tu commences par 6, en fait, tu vas te cramer et là, tu peux te blesser et tu peux surtout abandonner. Et nous, on ne veut pas abandonner. Enfin, je ne sais pas si tu le sais, mais on ne construit pas du muscle et on ne devient pas plus fort en faisant les exercices, mais bien en se reposant. La récupération, c'est hyper important. Donc pour ça, forcément, on a la nutrition et tout, et le sommeil. Mais surtout, en fait, je vais te montrer ce schéma-là sur lequel tu vois, en fait, quand tu t'entraînes, tu fatigues ton corps. Ton niveau d'énergie et de force, il diminue. C'est pour ça qu'en fait, il faut récupérer. Parce que quand tu récupères, ton corps va non seulement récupérer ton niveau de base, mais comme tu lui as impliqué un stress, il va se dire, ok, du coup, il faut que je devienne plus fort pour répondre à ce stress. Donc c'est là où tu vas surcompenser. Et dans ces cas-là, tu seras niveau 2 par exemple. Et là, tu vas redescendre niveau 1 et ton corps sera fatigué. Donc ton corps, il va remonter niveau 2 et il va se dire non, là, j'ai encore subi un stress, il faut que je sois plus fort. Donc il va monter niveau 3 et ainsi de suite, ainsi de suite. Mais si tu descends, donc tu es niveau 0, bim, tu descends niveau moins 1. Là, ton corps est dit ok, bah, vas-y, je remonte à niveau 0, mais j'ai pas eu le temps de monter niveau 1 pour répondre au stress. Donc il va redescendre au niveau moins 1 et là, tu vas t'entraîner et tu vas descendre au niveau moins 2. Donc là, tu vas remonter au niveau moins 1 et en fait tu vas continuer à descendre et c'est là où tu vas avoir des problèmes, tu vas avoir l'impression de stagner ou même de régresser parce que tu laisses pas le temps à ton corps de récupérer suffisamment pour justement pouvoir réparer toutes les déchirures musculaires que tu fais quand tu fais des exercices, pour pouvoir créer les circuits neuronaux pour apporter plus de force. Donc tout ça c'est très important de inclure dans ta routine de la récupération. Bon, au niveau des objectifs, pour être clair et simple, si tu arrives à faire environ 30 pompes, mais des jolies pompes comme on a dit, si tu arrives à en faire environ une vingtaine de dips, des jolis dips douces, contrôlées, et une dizaine de tractions, là je pense que tu commences à avoir des vraies bases. C'est pas que tu commences, c'est que tu as des vraies bases de calisthénie, parce qu'il ne faut pas oublier que la pompe, le dips et la traction, c'est vraiment des mouvements de calisthénie. Et que tu peux commencer à tourner vers d'autres figures comme le muscle up si tu arrives à faire des jolies tractions. Tu peux arriver à faire des pompes en équilibre si tu as vraiment des pompes. Donc tout ça, c'est très important, mais d'abord maîtrise les bases. Parce que si tu commences à vouloir directement faire des figures et tout, en fait tu vas sauter le processus, tu vas augmenter ta probabilité de chance de te blesser, tu vas sûrement stagner dans l'apprentissage de la figure parce que tu n'as pas justement la force nécessaire. Donc tout ça, ça ne sert à rien. C'est mieux de contrôler la base,
Quand tu construis une maison, tu commences par faire les fondations, ensuite tu mets les murs, ensuite tu mets les portes, ensuite tu mets les fenêtres, le toit et tout ça, et ta maison elle dure longtemps. Et nous, ce qu'on veut, c'est ça, c'est durer longtemps. Donc j'espère que cette vidéo t'a plu. Normalement, t'as plus aucune excuse. Avec ça, tu peux vraiment commencer à construire des vraies bases de la calisthénie. Donc j'espère que t'es abonné, j'espère que t'as mis un pouce bleu. Envoie cette vidéo à ton collègue qui veut toujours commencer la calisthénie mais qui sait pas comment le faire ou qui abandonne. Et moi, je te dis à bientôt. Ciao!